spécial sur Tropic FM. Nous sommes avec le président de la collectivité, Bruno Magras. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Alors on va faire un peu le tour de tous les sujets suite au passage d'Irma, puisque c'est le phénomène qui a le plus impacté l'île de Saint-Barthélemy. Alors après 15 jours, après le passage d'Irma, quel bilan peut-on tirer? Alors écoutez, avant de répondre à votre question directement, je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont mis la main à la pâte et qui nous ont aidés à remettre l'île dans l'état où elle est aujourd'hui, parce qu'il y a un changement quand même assez radical entre le lendemain du cyclone et ce que l'on peut constater aujourd'hui. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont trop nombreux. Je pense aux services de renfort qui sont venus, les pompiers, la gendarmerie, la sécurité civile, aux entreprises, où j'associe la communauté portugaise qui a véritablement mis tout au bout pour nous aider, et à toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au nettoyage et à redonner à cette île qui a été dévastée, qui a été défigurée, son visage. Maintenant, la situation est sous contrôle. Quand je dis cela, je veux dire que les infrastructures les plus importantes sont opérationnelles. C'est le cas du port, c'est le cas de l'aéroport. L'incinérateur a été remis en route très rapidement. Le ramassage des ordures se fait normalement. Pour les déchets, nous avons ouvert 2 sites. Un site pour les branchages, pour les déchets végétaux, et un site pour l'accumulation des déchets métalliques sur Saline. Ça se passe de manière ordonnée. Je crois que les entreprises sont disciplinées et respectent les consignes. Pour le reste, nous avons eu malheureusement, à la suite du passage d'Irma, nous avons eu l'alerte de José, puis les conséquences de Maria qui est passée un peu au sud, ce qui a remis un peu en cause la distribution d'eau potable, alors que nous étions quasiment à 80% de distribution sur l'île. Nous nous sommes retrouvés avec un arrêt parce que les crépines, bien évidemment, étant dans la mer et la houle venant du sud et de l'ouest avait quand même perturbé l'aspiration et donc la production. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que je peux annoncer, c'est que je viens d'avoir une réunion avec M. Gérard Canton et que la production redémarre et que dès demain, nous produirons jusqu'à 2400 mètres cubes d'eau potable par jour, ce qui est une excellente chose. Concernant l'électricité, je crois qu'actuellement, je peux affirmer qu'il y a 60% de l'île qui est plus ou moins alimentée. L'inconvénient, c'est que nous avons beaucoup de réseaux sécurisés, mais qu'il y a aussi beaucoup de réseaux en aérien, beaucoup de transformateurs qui ont été impactés et qu'EDF a des équipes importantes sur les lieux et qui progressent étape par étape. Malheureusement, il faut, comme dirait l'autre, donner au temps le temps d'arriver parce que tout simplement, ce sont des métiers difficiles. Il faut arriver à satisfaire tout le monde, mais je demande là aussi à ce qu'il y ait un peu de patience, parce que nous avons subi un phénomène exceptionnel et les conséquences auraient pu être bien plus graves. Donc patience et longueur de temps, je dirais, vaut mieux que force et rage. Pour le reste, les choses fonctionnent et l'activité reprendra son cours normalement. Et au niveau des infrastructures de la collectivité, que reste-t-il à faire? Vous avez parlé des infrastructures principales qui ont repris du service. Qu'est-ce qui reste à faire? Alors, le plus gros problème que nous avons se trouve sur la station d'épuration de Gustavia, où il y a quand même des dégâts très importants. Mais la SOR est en train de faire des efforts pour précisément faire un pré-traitement et tout est en œuvre pour remettre les postes de relevage et pour remettre la station en elle-même totalement opérationnelle. Je ne désespère pas que d'ici un peu de temps, les choses entreront dans l'ordre. L'avantage qu'on a actuellement, c'est qu'au même moment où la station est endommagée, les restaurants et les hôtels ne fonctionnent pas, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'arrivées à traiter et que par conséquent, ça devrait se passer assez bien. Pour le reste, nous avons des dégâts sur un certain nombre d'infrastructures. L'expert d'assurance est toujours lui dans l'île, fait le tour avec nos services et bien évidemment que dès que nous aurons les entreprises disponibles, tout sera remis en ordre. Le personnel de la collectivité s'est rapidement mobilisé pour venir en aide à celles et ceux qui avaient perdu totalement ou partiellement leur habitation. Quelles sont les aides qui ont été concrètement mises en place par la collectivité au lendemain du passage d'Irma? Alors très rapidement, nous avons créé en collectivité une cellule, je dirais, de crise
pour d'abord accueillir les sinistrés et répertorier ceux qui avaient tout perdu, ceux qui sont assurés, ceux qui ne le sont pas. Et parallèlement à cela, nous aurons, avec le concours d'un certain nombre d'architectes qui se sont proposés spontanément, nous allons faire le tour pour avoir une évaluation. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas été impacté au même niveau. Il y a des gens qui ont perdu quelques feuilles de tôle, il y a des gens qui ont perdu le toit complètement, il y a ceux qui sont assurés, qui sont couverts, donc ceux qui ne le sont pas. Et parallèlement à cela, j'ai réuni très rapidement le conseil exécutif et nous avons mis en place une enveloppe de 100 000 € pour porter secours aux plus démunis, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de tirer 500 €, 600 € jusqu'au niveau de 750 € en espèces, pour pouvoir assurer un quotidien qu'ils ne pourraient pas s'ils n'avaient pas cette possibilité-là. J'ai discuté avec M. Jaffré de la trésorerie, qui lui-même était un petit peu tributaire de la Poste, qui doit lui fournir de l'espèce pour qu'il puisse dépanner, mais je crois que tout ça est en train d'entrer dans l'ordre. Parallèlement à cela, vous savez que le président Macron a annoncé quand même qu'il avait créé une cellule pour justement évaluer les dégâts et pouvoir permettre la mise en place d'une enveloppe financière. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu le préfet Richard Samuel qui sera à Saint-Barthélemy le 4 octobre. Et l'idée, c'est bien évidemment d'évaluer la totalité des dégâts. À partir de là, l'État apportera un concours financier non seulement aux plus démunis, mais je crois savoir que l'objectif est aussi d'aider les entreprises en difficulté à redémarrer leur activité. Donc tout cela se met en route, les services de la collectivité sont effectivement en action et nous allons recevoir donc le 4 octobre le délégué ministériel, qui est le préfet, qui est en charge de tout cela, et nous allons pouvoir faire un point plus précis. Parallèlement, je vais réunir le conseil territorial parce que, bien entendu, que la collectivité devra apporter son concours financier et le conseil territorial mettra en place une enveloppe plus importante, non seulement pour la reconstruction des bâtiments, mais ça c'est déjà inscrit dans le budget, mais une ligne budgétaire spécifique pour les aides à apporter à ceux qui en auront effectivement besoin. Certains vous ont critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir, entre guillemets, refusé l'aide de l'État. C'était lors d'une interview à nos confrères de France Info. Pourtant, cette aide de l'État est bel et bien présente. Non mais attendez, d'abord, je n'ai pas refusé l'aide de l'État. J'ai dit que nous n'avions pas forcément besoin de l'État pour reconstruire. Mais que si l'État voulait nous apporter son aide était la bienvenue. Nous sommes des Français à part entière, fiers de l'être. De la même manière que la France aide le Gabon ou le Zaïre, la France peut aider des Français du territoire de Saint-Barthélemy. Mais ceux qui contestent sont ceux qui ont peut-être l'habitude de vivre au crochet de l'État. Mais on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Le 7 décembre 2003, le 7 décembre 2003, à 95%, les habitants de Saint-Barthélemy se sont prononcés pour une évolution statutaire. Cette évolution statutaire nous confère une autonomie fiscale. Nous ne payons pas d'impôts à l'État. Par conséquent, je voulais, moi, non seulement faire jouer le sens des responsabilités qui sont les nôtres, mais je ne voulais pas demain être critiqué et que la population de Saint-Barthélemy soit considérée comme une bande d'égoïstes qui ne veut pas payer d'impôts à l'État, mais qui pleure au chevet de l'État lorsqu'il faut des aides lors d'une catastrophe naturelle. Alors il y a un choix à faire. Moi j'ai toujours pris mes responsabilités. J'invite celles et ceux qui critiquent trop facilement sur les réseaux sociaux à faire preuve d'un peu plus d'intelligence en se renseignant et en analysant concrètement la situation de Saint-Barthélemy avant de faire des commentaires qui n'ont strictement aucun sens. Alors après avoir tiré le bilan, on va parler de la phase de reconstruction qui va être lancée dans les tout prochains jours, puisque les dossiers d'assurance vont avancer et les indemnisations vont également débuter. Comment ça va se passer concrètement pour cette phase de reconstruction pour celles et ceux qui ont partiellement ou totalement perdu leur habitation? Alors l'une des premières choses que nous avons pris comme décision, c'est précisément de dire à tous ceux qui voulaient remettre des tôles sur leur toiture, reconstruire leur toiture à l'identique, que nous allions les exonérer des formalités administratives. Je confirme cette décision. Et je la confirme d'autant plus que, contrairement aux aberrations que j'ai pu lire ici et là, c'est la collectivité
qui est compétente en matière d'urbanisme, c'est le conseil territorial et le conseil exécutif qui peut déterminer la modification des règles du code de l'urbanisme, et c'est le conseil exécutif qui précisément a la compétence en matière d'utilisation et d'occupation du sol. Ceci étant, nous n'avons pas l'intention d'accepter les tricheries, nous n'avons pas l'intention d'accepter que des gens profitent de cette situation pour modifier, pour construire son permis, ce qui n'existait pas auparavant, et encore moins des activités professionnelles qui étaient gênantes ou qui n'avaient pas de permis et qui étaient polluantes et qui se moquaient royalement de l'environnement, de recommencer ce qu'ils faisaient auparavant. Nous allons être très vigilants, je suis disposé à aider tous ceux qui sont dans la difficulté, tous ceux qui doivent, je le répète, mettre des toitures sur leur tête pour qu'ils puissent dormir en sécurité, mais je ne suis pas disposé à laisser les gens abuser de la situation. Les plaintes seront déposées, les arrêtés d'interruption de travaux seront faits et les tribunaux seront saisis au cas où les gens dépasseraient les limites du raisonnable. Et on peut imaginer qu'une réflexion sera menée avec les élus pour peut-être revoir les règles de construction pour que Saint-Barth soit mieux protégé à l'avenir face à un cataclysme comme Irma. Écoutez, je dois d'abord saluer la qualité du bâti. Parce que si nous ne ressemblerons pas à certaines autres îles qui ont été totalement dévastées, c'est parce que nous avons une qualité de construction qui est quand même nettement supérieure. La construction coûte cher, c'est vrai, mais la qualité de la construction nous a beaucoup aidé. Maintenant, qu'il y ait des gens qui souhaitent, quand ils construisent leur maison, par exemple, mettre un toit en béton sur une ou deux chambres, de manière à avoir un lieu sécurisé en cas de phénomène pareil, je n'y verrai pas d'inconvénient. Ceci étant, il faut que l'aspect architectural de la construction réponde aux critères que nous avons définis. On peut faire une toiture en béton sur deux chambres, mais au-dessus faire la toiture à 4 pans normale, comme elle est de tradition à Saint-Barthélemy. D'ailleurs, entre les deux, il y a la possibilité de stockage, si vous voyez ce que je veux dire, s'il y a un toit en béton plat et qu'il y a la toiture au-dessus. Je ne conseillerais pas, tout le monde a dit qu'il faut qu'on mette des toitures en béton, parce que nous sommes aussi dans une zone sismique. Et il ne faudrait pas que demain nous ayons un séisme de forte magnitude et qu'on se retrouve avec des blocs de béton qui sont partis d'en haut et qui ont blessé ou qui ont tué les gens. Donc il y a quand même des précautions à prendre. Nous ne sommes pas que dans une zone cyclonique, nous sommes aussi dans une zone sismique. Donc je crois que les mieux placés restent quand même les ingénieurs béton et les architectes pour conseiller, plus que moi, celles et ceux qui veulent construire et qui veulent en même temps prendre les précautions qui s'imposent, puisqu'il est naturel que avec le réchauffement climatique qui est en permanence mis en avant, les phénomènes seront probablement de plus en plus forts, de plus en plus violents. Il y a une nécessité de se protéger, mais pas dans n'importe quelle condition. On va parler de l'économie à présent, avec l'île de Saint-Barthélemy qui est toujours liée à l'activité du tourisme. À quelques semaines du départ normal de la saison, comment s'annoncent les prochains mois pour l'économie de Saint-Barthélemy ? Je l'ai déjà dit, je crois que les prochains 6 mois seront difficiles, parce que nous accueillons d'abord une clientèle de haut de gamme, tout le monde le sait, et que les établissements les plus luxueux ont été sérieusement impactés. Par conséquent, il y en a qui ne pourront pas, avec tous les efforts du monde, être opérationnels dans 3 mois. Ce que moi j'ai fait, et que j'ai alerté certains hôteliers, j'ai alerté tout le monde ici par l'intermédiaire de votre micro, c'est que ceux qui peuvent ouvrir doivent ouvrir. Ils doivent ouvrir parce que j'ai des difficultés à accepter l'idée que certains feraient jouer leur compagnie d'assurance pour récupérer les pertes d'exploitation en se disant, ma foi, on a le temps, on va reconstruire, on va mettre tout ça en route pour 2018. Non, on ne peut pas venir à Saint-Barthélemy cueillir les fruits lorsqu'il y en a dans l'arbre, et quand l'arbre a plus de feuilles, partir et revenir quand il est en fleurs et qu'il va commencer à produire ses fruits. Ce n'est pas naturel et je n'accepte pas cette position. Mais j'ai confiance, pardonnez-moi, dans la responsabilité des professionnels, des socioprofessionnels, et je crois d'ores et déjà savoir qu'il y aura un bon nombre de restaurants qui seront ouverts, qu'il y a un certain nombre d'hôtels qui seront opérationnels. Je n'ai pas encore les chiffres exacts sur le nombre de villas qui, elles aussi, vont être disponibles. J'ai confiance que celles et ceux qui aiment Saint-Barthélemy reviendront.
J'ai vu que le festival de musique, les responsables souhaitent le maintenir. J'ai vu des encouragements. Nous sommes en contact avec les responsables de la Bucket. Et je ne désespère pas qu'à Noël et jour de l'an, nous puissions avoir de beaux bateaux qui viennent, parce que ces bateaux qui viennent sont aussi des hôtels. Donc le plus gros problème reste la capacité que nous aurons à recevoir les gens dans de bonnes conditions. Donc je fais confiance aux professionnels sur ce plan-là pour faire tout ce qu'ils peuvent pour que la saison ne soit pas totalement perdue. Ceci étant, il va de soi que certains commerces, certaines activités qui sont liées au tourisme vont souffrir plus que l'ordinaire et qu'il peut y avoir quelques difficultés à ce niveau-là. D'ailleurs, vous avez sensibilisé la SEM ou encore l'Office du tourisme pour justement œuvrer dans leurs domaines respectifs. J'ai sensibilisé tous ceux et tous ceux qui peuvent effectivement contribuer à rassurer les gens et surtout, à communiquer des éléments précis et concrets. Pas de fausses publicités, pas de fausses espérances. Il faut que nous soyons capables de dire avec précision ce que nous pouvons offrir à la clientèle, parce que on ne peut pas disséminer des informations qui conduiraient à une grande déception des gens qui viendraient chez nous. Je sais aussi qu'il y a des agences de bateaux de croisière qui sont prêts à activer leur réseau. Là encore, c'est une question de responsabilité. Dès que nous pourrons accueillir les gens dans de bonnes conditions, nous le ferons. C'est l'intérêt économique de Saint-Barthélemy et nous n'avons pas de raison de nous priver de ces opportunités. Je le répète, si toutes les responsabilités peuvent être assumées dans de bonnes conditions. Et pour garder cette image de carte postale de Saint-Barthélemy, beaucoup de débris sont toujours présents dans la nature. Et quels sont les moyens qui vont être déployés pour justement nettoyer la nature, l'environnement? La collectivité poursuivra son effort de propreté, puisque l'on sait très très bien que le critère de propreté sur notre île est un critère majeur. Nous avons eu des aides déjà, même les sapeurs-pompiers s'y sont mis à nettoyer, à enlever les feuilles de tôle qui traînent à droite et à gauche de part et d'autre des axes routiers. Il va falloir que la collectivité prenne le dessus rapidement aussi pour essayer du moins d'enlever ce qui peut être enlevé dans la nature et qui gâche le paysage, en particulier vu d'avion, et le faire assez rapidement parce que si la nature reprend ses droits, tout ça sera caché rapidement et présente un danger en cas de nouveaux phénomènes cycloniques. C'est particulièrement compliqué parce qu'aller retirer les feuilles de tôle au milieu de la nature, si nous ne disposons pas des outils nécessaires pour la découper sur place et la sortir, ça sera compliqué. Mais nous allons nous doter des moyens et je verrai dans quelle mesure nous allons faire appel à certaines entreprises pour nous aider dans ce sens-là. D'ailleurs, sur ce plan-là, là aussi j'ai entendu des aberrations. Nous sommes dans une phase d'urgence. Nous avons recruté toutes les entreprises qui étaient disponibles sans faire appel au code des marchés publics, parce que vous imaginez que si nous devions lancer des appels à concurrence en pleine période de crise, nous ne pouvions pas attendre un mois pour ouvrir les plis et pour savoir quelle est l'entreprise qui fera le boulot au meilleur prix. Nous avons recruté toutes celles qui étaient disponibles de manière à ce que notre île puisse retrouver son visage rapidement. Nous sommes dans une phase d'urgence et c'est ainsi que nous avons pris cette décision. Nous sommes fin septembre, les écoles ne sont toujours pas ouvertes. Quel est l'état des établissements de l'île? Il y a des établissements publics, des établissements privés. Et à quand peut-être une rentrée scolaire? Écoutez, toutes les informations qui me sont parvenues aujourd'hui me permettent de dire que les écoles sont opérationnelles à quelques petites difficultés près. J'ai eu le recteur qui m'a appelé tout à l'heure, M. Camille Galap, et l'école va réouvrir lundi, le lundi 25. Les professeurs feront leur entrée à 8 h et les élèves seront accueillis par tranche à partir de 9 h, 10 h, 11 h pour une sorte d'enregistrement en quelque sorte, et à la suite de quoi les cours doivent reprendre normalement dès mardi matin. Nous avons une petite difficulté que nous sommes en train d'essayer de régler, c'est l'activité sur les restaurants scolaires, du restaurant scolaire. Donc là, nous allons faire le point pour savoir quels sont les délais dans lesquels nous pouvons nous attendre à pouvoir continuer à servir les élèves au restaurant scolaire, et tout cela devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement.
Donc plutôt une bonne nouvelle pour les enfants qui pourront donc dès lundi progressivement retrouver les chemins d'école. Tout à fait pour deux raisons. D'abord parce que c'est important pour les enfants que de rentrer à l'école, de pouvoir jouer avec les copains et oublier le stress du phénomène, parce qu'ils doivent aussi apprendre, hein. C'est extrêmement important, et parce que les parents eux-mêmes ont des difficultés. Il y en a beaucoup de parents travaillent et se retrouvent dans l'incapacité d'avoir des gens pour s'occuper de leurs gamins et sont obligés d'emmener les gamins dans le bureau avec eux, ou sont obligés de faire appel aux parents, aux beaux-parents, etc., quand ils peuvent, pour les garder. C'est une situation qui est compliquée, et je crois que c'est effectivement une bonne nouvelle que nous puissions réouvrir l'école rapidement. Nous avions un petit problème sur les arrivées d'eau. Je répète, je viens d'avoir une réunion avec M. Gérard Tonton de la CIDEM. La production est en route. Nous allons dès demain pouvoir produire 2400 mètres cubes. Donc j'ai la garantie que toutes les écoles seront alimentées en eau potable lundi. Donc pas de difficulté. Maintenant, là aussi, les écoles privées, je sais qu'elles se sont organisées au niveau de la propreté, au niveau des installations, et tout devrait être en marche très rapidement en début de semaine. Dans la foulée, oui. Non, vas-y. Dans la foulée, en parlant des associations qui, elles aussi, ont bien contribué après le passage d'Irma et contribuent aussi au quotidien pour les enfants de l'île, les associations qui ont beaucoup perdu pour certaines, quelles aides vont être mises en place pour leur venir en aide? Alors, les aides vont être réparties une fois que nous aurons une connaissance sur les dégâts, d'une part, et d'autre part, sur les recettes les dons qui vont nous être faites. Au-delà de la collectivité, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'activent. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons mis en ligne sur le site de la collectivité la possibilité de donner. Une charte de bonne conduite a été élaborée. Nous avons créé, avec la présidente de la commission communication, etc., une sorte de fondation pour recueillir les dons, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des abus. J'ai moi-même été victime à plusieurs reprises d'une usurpation d'identité, et j'invite les gens à prendre des précautions lorsqu'ils font des dons. Parallèlement à cela, il y a aussi des actions parallèles qui pourront être menées. Je vois par exemple que le Rotary Club qui l'avait fait en 1995 se propose de replanter toute l'entrée de Gustavia. Là, ce sont des actions qui seront menées avec notre accord, bien sûr, mais en parallèle. Donc, une fois que nous aurons une visibilité, je dirais, sur la situation, le coût des réparations, le coût des aides à apporter, bien évidemment que les associations ne peuvent pas être ignorées pour une raison simple, c'est qu'elles contribuent aux côtés de la collectivité à l'animation et à la vie en société des habitants de Saint-Barthélemy. Avant de passer au mot de conclusion, vous souhaitiez réagir sur des confrères journalistes qui n'ont pas été très tendres ces derniers jours avec vous. Oui, ce ne sont pas véritablement des journalistes. J'ajouterai un qualificatif, c'est que ce sont des journalistes crapuleux. Ce sont des journalistes crapuleux parce qu'un journaliste qui se respecte est un journaliste qui vérifie ses informations. Pas un journaliste qui, pour se faire mousser, sur France 5, en particulier dans l'émission C'est politique, raconte tout et n'importe quoi. On m'a accusé de tirer profit du malheur des autres parce que le gérant de la société Saint-Barthélemy, qui n'est pas moi, ait décidé d'ouvrir une ligne sur Pointe-à-Pitre en affichant un prix qui est le prix de revient d'un vol normal. D'ailleurs, c'est le prix pratiqué par les sociétés autres que la nôtre. Je voudrais rappeler ici que nous avons évacué sur Pointe-à-Pitre gratuitement des passagers. Nous en avons rapatrié de Fort-de-France et de la Guadeloupe gratuitement, et ce pendant 4 jours. La société qui a poursuivi, et je vais la citer, c'est Antilles Express, et c'est tout à fait naturel, les embarquements gratuits étaient réquisitionnés par la préfecture. Ça veut dire en clair que cette société-là sera payée par l'État. Deux compagnies aériennes, la compagnie Tradewinds Aviation et la compagnie Saint-Barth Commuter, sont deux compagnies qui ont travaillé gracieusement. Ils ne seront jamais payés par l'État. Ils l'ont fait à leurs frais et sur leur propre responsabilité. Parallèlement à cela, j'ai vu aussi que je me fais appeler le roi de Saint-Barthélemy. D'abord, je voudrais dire que si j'ai été élu par la population, ce n'est pas par un coup d'État.
ça fait 5 fois, je m'en honore. Mais lorsque je me vois critiqué pour avoir pris des décisions, justement, pour subvenir à la difficulté des gens, comme celle que je disais tout à l'heure, exonérer les gens de formalités administratives pour ceux qui veulent remettre un toit sur la tête, exonérer du code des marchés publics pour accélérer le processus, ce que les procédures d'urgence nous permettent en toute légalité. Et que je vois des journalistes faire ce genre de commentaires, je le répète, pour moi ce ne sont pas des journalistes, ce sont des journalistes crapuleux. On va passer à la conclusion. Bruno Magras, quel message pouvez-vous lancer à la population qui nous écoute? Je lui demande de garder confiance. Nous avons connu des phénomènes. En 1995, nous avons connu Louis, nous nous sommes sortis de Louis avec brio. Depuis, nous avons connu toute une série de phénomènes cycloniques. Je rappelle quand même qu'on a eu en 96, on a eu Beata, en 98, on a eu le cyclone Joel, en 99, on a eu José, on a eu Lenny, on a eu Earl, on a eu Omar, on a eu Gonzalo, on a Irma. Très bien, ce sont les forces de la nature. Je crois qu'il faut garder confiance et considérer que rien n'est perdu, que nous allons redémarrer et que nous allons être capables tous ensemble de remettre notre île en état, de lui redonner son vrai visage. La nature qui nous a dévastés dans ces moments de folie nous aidera à faire repousser les arbres rapidement et à redonner à Saint-Barthélemy son visage naturel. Bruno Magras, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt pour faire un nouveau point de la situation à Saint-Barthélemy. C'est moi qui vous remercie.